conditions, vous pose la question, mais par rapport à tous les autres contrats, en général, quelles sont les conditions posées par l'hébergeur, par le fournisseur du cloud, pour autoriser une sortie anticipée, disons, les conditions, c'est que dans tous les cas, vous avez la capacité à récupérer l'intégralité de vos données, ça quel que soit l'engagement. Et après, sur ce modèle de contrat, il y a une durée de souscription qui vous permet effectivement, après, avec des fenêtres de durée variable, soit de proroger le contrat, soit de le révoquer à tout moment. Mais ça, j'allais dire, c'est sur auprès du fournisseur de services. Alors dans notre cas, sur Azure, il faudrait que je vous retrouve la durée exacte qui est demandée en termes d'engagement, mais parce que je l'ai pas en tête. Dans quelques minutes, je vous redonnerai la réponse sur effectivement si je sors d'Azure, combien de temps est-ce que effectivement je dois prévenir avant de rompre le contrat. Sur les autres plateformes, messieurs, vous avez des informations sur C2 par exemple, d'Amazon ou... Moi j'aurais un peu de mal à vous donner les informations d'Amazon. Ce que je sais, c'est que l'offre de cloud computing que l'on construit autour d'Ubuntu, qui s'appelle Ubuntu Enterprise Cloud, a pour objectif de permettre aux clients de librement migrer du cloud public au cloud privé sur une solution qui est complètement open source. Ensuite, comment les personnes l'utilisent, c'est libre à eux. Mais je vais vous donner l'exemple d'une chaîne de télévision qui est venue vers nous récemment en nous disant écoutez, j'ai déployé toute mon infrastructure web publique sur Amazon EC2, mais je me rends compte que l'utilisation moyenne que l'on a d'Amazon EC2 nous coûte 3 fois plus cher que ce qu'on aurait en termes d'utilisation si on avait nos propres serveurs. Et c'est parce qu'on est capable de récupérer les images Ubuntu, il faut tourner sous Ubuntu, Ubuntu qui tourne sur EC2 et les faire tourner sur Ubuntu Enterprise Cloud, qu'on a permis à cette personne de mettre en place une solution hybride où il fait tourner ses machines sur son data center personnel jusqu'au moment où il est en dépassement de capacité. Ça arrive généralement 6 fois par an. Et 6 fois par an, il reloue temporairement à Amazon les machines dont il a besoin pour faire son dépassement de capacité. Et c'est quand on est dans des modèles de ce type, et c'est quand on arrivera à l'étape suivante où il y aura plein d'Amazon utilisant les mêmes formats de stockage, les mêmes API disponibles, qu'on aura réellement un marché dynamique de la vente de ressources informatiques. Un système de brokerage se mettra en place où les gens pourront réellement utiliser les principes de libre concurrence qui vont de pair avec le logiciel libre. D'accord. Des commentaires sur cette question, monsieur ? J'ai l'impression que pas mal des problématiques du cloud computing sont quand même pas tout à fait nouvelles, à part que ça va peut-être s'accélérer. Est-ce que j'ai accès aux données qui sont chez mon hébergeur, chez mon SaaS, etc. Moi, je vois les questions qui se posent déjà régulièrement sur des schémas classiques, sur des migrations de data centers, de fournisseurs, d'hébergeurs, etc. J'en assiste pas mal, et ça peut être extrêmement complexe. Là, on est plutôt dans le contractuel. Et aussi sur le fait qu'il faut absolument que votre fournisseur soit libre. Alors bon, je vous le souhaite, parce que moi c'est plutôt ma chapelle, mais c'est vraiment deux questions différentes. Le logiciel peut être libre. Quand vous êtes dans du service, ça peut être juste un souhait. Par exemple, vous avez des hébergeurs qui vont utiliser massivement du GNU Linux, mais vous régissez. Ah, à propos du libre. Donc je disais, le logiciel libre, pas forcément stratégique pour la question des données. Pour la question du service, je ne dis pas. Vos données, ça relève plutôt du contractuel, des relations que vous avez avec vos fournisseurs. Et c'est pas forcément dépendant de la brique logicielle. Pour du logiciel propriétaire et des contrats, et surtout quelqu'un en face qui vous permet de très facilement récupérer vos données sous la forme qui vous convient. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi le service. On a eu des cas où des gens vont vous dire « Ok, je vous restitue vos données », mais ils vont vous les donner à des délais qui vous ne conviennent pas, avec des coupures de service qui vous ne conviennent pas, dans des formats qui vous ne conviennent pas, etc., etc. Donc c'est tout un engagement qui, à mon avis, relève vraiment du contractuel du service, des choses qui ne sont pas nouvelles, qui vont effectivement être de plus en plus compliquées, accélérées et importantes à systématiser dans le cloud computing, mais qui ne dépendent pas directement du fait que le logiciel est propriétaire. Je t'invite à aller consulter le site TIO Libre, qui a été lancé par Jean-Paul Smed, qui traite assez précisément de quels sont les points d'inquiétude que doit avoir le DSI qui commence à utiliser de l'externalisation. Je nie pas qu'il y a une corrélation entre propriétaire et problème à récupération de ces données. Je suis d'accord. Surtout quand même
un point important, je pense que là, en plus, on parle de virtualisation. Donc, quand on parle de données, souvent, on ne parle pas que de certaines données, d'extraction de bases de données, etc. On parle de machines virtuelles complètes. Donc là, c'est là aussi où là, tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure est important parce que vous partez sur une offre SaaS, vous êtes sur Amazon, vous faites tourner sur Ubuntu, on a entendu des solutions qui sont très très intéressantes. Maintenant, vous partez sur une autre solution qui vous permet pas de récupérer l'intégralité de la machine virtuelle et tout le travail que vous avez fait dessus pour pouvoir la mettre ailleurs, c'est problématique. En plus des solutions comme Amazon, ce qu'il faut voir, l'avantage c'est qu'effectivement ils ont des API qui sont quand même relativement ouvertes et ce qui permet justement à différents intervenants et éditeurs de solutions de se plugger sur Amazon justement pour faire des offres comme les fonds Canonical, etc. Donc c'est une plus-value très très importante en fait. Alors, une petite correction, l'API d'Amazon est relativement ouverte, mais on n'a pas le droit de l'utiliser tel que pour autre chose que Amazon. Donc il a fallu réimplémenter les API pour avoir le droit de les utiliser sur Ubuntu Enterprise Cloud notamment. Donc il faut faire attention avec la notion d'open source, quel est le champ d'application de la chose. Je vais juste aussi parler un petit peu sur les questions de sécurité encore, parce que ça c'était le point initial. Il y avait deux choses qui m'intéressent. La première, c'est, et tu as touché un petit peu sur ce sujet, c'est la législation où vous pouvez mettre vos data. Il y a quand même une législation européenne qui est très très spécifique sur ça. Ça veut dire que à un moment donné, quelqu'un de European Union peut auditer votre propre entreprise. Donc si tous vos données c'est hébergé parce que vous ne savez pas aux États-Unis, ça pose un problème. Donc ça vous avez parlé un petit peu de ça. Pour une précision, la réglementation dont il parle, c'est l'équivalent de la CNIL au niveau européen qui oblige les sociétés européennes à stocker les données nominatives uniquement sur le territoire européen. Donc ça c'est un premier point de sécurité que personne vraiment nommé. On parle de virtualisation des points techniques, mais il y a quand même une législation très forte en place. Ça veut dire que des choses que je vais voir dans l'avenir, que vous allez avoir de cloud public assez régional, par pays même. C'est pour cette raison que M. Sarkozy va mettre 700 millions d'euros sur un public cloud en France qui inclut Orange, Thales et Dassault. Pour cette raison-là, en fait. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est vraiment sur la sécurité, et personne n'a encore vraiment parlé. Le problème qui pose des gens comme Gartner, c'est vraiment au niveau réseau. Aujourd'hui, quand vous allez instancier une instance chez Amazon, c'est le réseau qui vraiment fait la sécurité, enfin, bas niveau, je parle. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce point d'interrogation, que beaucoup de personnes posent aujourd'hui. Il y aura des avancements petit à petit sur les VPN, les private VPN, pour vraiment faire un périmètre sur vos instances, mais aujourd'hui, c'est vraiment au début. C'est vraiment, je crois, là-bas que beaucoup de gens ont peur. C'est vraiment le niveau de réseau et le niveau où mes données sont aujourd'hui. Et c'est vraiment ces deux points-là qui est critique. Et je crois, si vous allez regarder ce papier de Gartner, je crois que c'est vraiment sur ces deux aspects-là qui pointent aujourd'hui ce problème. Par contre, pour les clouds privés, vous n'avez aucun problème. Oui, peut-être un complément sur le cloud public et le risque de prolifération. Il y a aussi un risque que le cloud public soit utilisé, j'allais dire presque à votre insu en tant que responsable informatique pour des solutions ponctuelles ou des solutions qui sont vues comme étant transitoires. Vous ouvrez une filiale à l'étranger, il y a 3 personnes dans cette filiale. Est-ce que ça vaut le coup de déployer dans cette filiale une infrastructure ou d'étendre le réseau? Ou peut-être vous avez juste un bureau et finalement le responsable informatique, il est de toute façon le directeur général de la filiale et l'informatique c'est très loin d'être sa priorité. Et il va recourir à la solution effectivement parce que ça lui permet plutôt de transférer du CAPEX en OPEX à une solution de type cloud. Mais sans forcément en référer, j'allais dire, au responsable informatique. Et il peut tout à fait y avoir une entrée et une utilisation du public cloud dans votre système d'information sans que vous en soyez nécessairement averti. Donc il y a à intégrer le cloud computing dans sa problématique globale de gestion de son parc applicatif et d'éviter le risque de prolifération et d'éditer, si on peut le faire, des recommandations pour pas se retrouver avec, comme on avait autrefois, des applications dans les placards ou qui sortaient d'on ne sait pas où quand on faisait finalement un inventaire. Qui soit hébergé en cloud computing. Donc il y a
ne pas fermer les yeux sur le public cloud, mais être déjà, même si on n'a pas l'intention soi-même d'y recourir, à regarder les